Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, des fortes pluies attendues à Kinshasa entre mars et avril 2026. La Mételsat annonce des précipitations excédentaires sur la capitale, une situation qui peut entraîner des inondations et des glissements de terrain. La Mételsat exhorte les autorités ainsi que les habitants de zones à risque à prendre des dispositions préventives. Le comité de suivi de la paix rassure l'opinion publique et confirme l'exécution effective relative à la clôture de la paix du mois de janvier 2026. À ce jour, l'ensemble des fonds a été déjà mis à la disposition des opérateurs de paix. Cette confirmation a été faite à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de suivi de la paix. Au Soudan, 15 enfants tués et 10 autres blessés. Bilan d'une frappe de drone contre un camp de déplacés à Al-Sounout dans l'état du Kordofan Ouest. L'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans cette région, déjà fortement touchée par des violences. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer dans l'actualité. Après le délai de 72 heures annoncé par le gouvernement, le comité de suivi de la paix tient à rassurer l'opinion publique et confirme l'exécution effective relative à la clôture de la paix du mois de janvier 2026. À ce jour, l'ensemble des fonds a déjà été mis à la disposition des opérateurs de paix. Cette confirmation a été faite à l'issue de la réunion extraordinaire du comité de suivi de paix tenue en présence des opérateurs de paie, des services techniques concernés ainsi que des services gestionnaires. Alors, nous venons de sortir d'une réunion, effectivement, d'évaluation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État du mois de janvier. Comme vous le savez, le lundi passé, Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avait réuni autour d'elle plusieurs ministres, membres du gouvernement, pour notamment tabler sur la question de la paie du mois de janvier. Et comme l'avait déclaré Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que la paie soit clôturée en délai, je dirais, 3 jours. Et aujourd'hui, il était effectivement question de regarder avec l'ensemble des opérateurs de paie si ces instructions-là ont été en fait exécutées. Et je peux rassurer, en tout cas à tous les agents et fonctionnaires, que à ce jour, tous les opérateurs, j'ai bien dit tous les opérateurs, sans exception, ont bel et bien reçu les fonds nécessaires pour exécuter la paie du mois de janvier. Comme on l'avait également rappelé Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le mois de janvier, généralement, c'est un mois qui connaît, je dirais, de retard. Donc, lorsque vous consultez, je dirais, l'historique, vous allez vous rendre compte que c'est en moyenne 30 jours pour que la paie du mois de janvier soit clôturée. D'ailleurs, pour le mois de janvier 2026, lorsqu'on fait les calculs, on est à moins de 30 jours. Et je pense que c'est un point important à souligner pour montrer à quel point le gouvernement, je dirais, est engagé à régulariser, je dirais, la situation de la paie des agents, en fait, des fonctionnaires de l'État. Alors, les instructions ont été clairement données par les autorités pour que la paie du mois de février puisse être lancée la semaine prochaine. Et au cours de cette réunion, il est également question, au niveau technique, de voir avec les services intervenants dans la chaîne de la paie, y compris les opérateurs de paie, pour trouver, je dirais, un mécanisme de prise en charge très rapide. Et dans l'actualité également, une séance d'information consacrée à la convention CAP relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobile a été organisée à l'intention des membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Objectif, renforcer les capacités des magistrats et du personnel administratif sur les mécanismes juridiques internationaux et leurs implications pour la justice en République démocratique du Congo.
Dans la salle des réunions du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats suivent avec attention les exposés consacrés à la Convention du Cap, un instrument juridique international des références pour la sécurisation des garanties portant sur les matériels d'équipement mobile, aviation, matériel ferroviaire, équipement industriel, autant des secteurs stratégiques désormais au cœur des préoccupations du secrétariat permanent. À travers cette séance de formation organisée avec l'appui de la primature, la République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de la magistrature renforce les capacités de ces cadres. Prenant la parole, les secrétaires permanents et porte-parole du CSM a réaffirmé l'engagement de l'institution judiciaire. Donc au niveau du gouvernement, si on harmonise les choses pour que cette convention de Cap ne s'arrête pas à des présentations et puis ça s'arrête là. Il faut que nous puissions aller vraiment à des choses beaucoup plus concrètes. Pour qu'on sache dans ce jeu-là, quelle est la part de quel partenaire, donc chacun a quelle part de responsabilité pour que nous puissions avancer. Dans cette dynamique, le gouvernement invite le Conseil supérieur de la magistrature à jouer pleinement son rôle moteur, notamment par la mise en place d'un cadre permanent des concertations entre les CSM et les gouvernements. Autant d'actions qui s'inscrivent dans l'appui aux politiques publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de l'amélioration durable du climat des affaires dans le pays. Et après plusieurs tentatives restées sans succès ou avortées, ces dirigeants tendent désormais vers la constitution du fichier général de la population en République démocratique du Congo. La question mérite d'être posée, d'autant plus que la Commission électorale nationale indépendante a procédé jeudi à la remise officielle du fichier électoral des électeurs enrôlés au cours de l'année 2022 à l'Office national d'identification de la population. La cérémonie s'est tenue dans les installation du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à Kinshasa. Ces fichiers électoraux constitués lors des dernières opérations d'enrôlement servira des bases techniques pour appuyer l'identification systématique des citoyens congolais. Cette activité marque une étape importante dans les processus de constitution du fichier général de la population et s'inscrit dans la dynamique des mutualisations des données entre institutions publiques. Dans son intervention, l'EVPM Chabani a rappelé au directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, qu'en recevant ces données, son institution assume une responsabilité majeure, procéder à leur traitement rigoureux et faire de ces transferts les points de départ d'une réussite administrative. Ces données ont vocation à servir de socle au fichier général de la population. C'est dire qu'il ne s'agit donc pas d'un simple transfert technique, mais effectivement d'un acte fondateur et précurseur d'une nouvelle politique d'identification de la population en République démocratique du Congo. Cette remise revêt une portée historique, mettant fin à une anomalie de plus de 4 décennies et jetant les bases de l'opérationnalisation du fichier général de la population à travers un système moderne d'identification. L'ambition nationale qui nous réunit aujourd'hui va plus loin. Le fichier général de la population est appelé à couvrir l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de la République démocratique du Congo, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles possèdent la nationalité congolaise ou qu'elles soient étrangères. Aucun groupe, aucune catégorie ne doit être exclue de ce processus d'envergure nationale. Cette remise officielle relance concrètement la mutualisation entre la CENI et l'ONIP, considérée comme un levier essentiel pour la modernisation de l'état civil et la planification des politiques publiques en RDC. Direction le Nord Kivu où Aimé Boji Sangara séjourne à Oshia, chef-lieu du territoire de Béni, avant l'étape de Boutembo ce vendredi. Le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé la veille en ville de Béni, peu avant de s'adresser à la population. Il a présidé une réunion au gouvernorat dans laquelle la situation générale de la province du Nord Kivu lui a été présentée par le gouverneur, le général-major Évariste Nsomo Kakule. Marshal Bendelo. La ville de Béni est la première étape de la mission entamée par le président de l'Assemblée nationale, au Nord Kivu. Son avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Mavivi en début d'après-midi, c'est jeudi 19 février, sous une forte mobilisation des députés nationaux et provinciaux, cadres et agents de la province du Nord Kivu, chefs coutumiers, membres des partis politiques de l'Union sacrée pour la nation,
ainsi que des représentants des structures des jeunes. Au moins, il va palper du doigt la souffrance de la population de cette zone et il va être un nouveau témoin par rapport à la situation que nous avons toujours reportée à travers nos différents rapports. Nous, les élus du coin, mais aussi ce qu'a toujours dit dans ces rapports monsieur le gouverneur de la province. Donc, ça sera un appui de plus par rapport au plaidoyer auprès des différentes institutions de la République par rapport à la question du logement. Nous espérons qu'au moins ça va apporter plus par rapport à la résolution du problème. Accueilli par le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo Kakoulé, Emeboji Sangara a annoncé que sa mission rentre dans le cadre des vacances parlementaires. Il vient aussi compatir avec la population meurtrie de cette partie du pays, victime des tueries massives, mais aussi rassurer à cette population que la République est bien engagée pour mettre un terme à toutes ces atrocités. Le message de compassion et de réconfort du chef de l'État et de l'ensemble des institutions de la République, la paix imminente grâce aux efforts diplomatiques du président Félix Tshisekedi, l'assurance de la volonté et la détermination du chef de l'État de restaurer la paix définitive dans l'Est du pays, étant donné pour lui et la population du Nord Kivu, la paix reste la priorité des priorités. Tel est les gros de l'adresse du président de la Chambre basse du Parlement à la population de Béni, réunie ici, au rond-point du 30 juin, dans un meeting populaire. Emeboji Sangara appelle à l'unité et au soutien de la population du Nord Kivu derrière le chef de l'État et les institutions du pays, gage d'une paix durable. Le speaker de l'Assemblée nationale devrait rester au Nord Kivu pendant au moins 4 jours pour échanger avec les populations de Béni, Butembo et Lubero afin de mieux comprendre la situation socio-sécuritaire de la zone et éventuellement réfléchir sur les solutions au niveau des institutions. Et je le disais dans les titres, la Mételsat annonce des précipitations excédentaires sur la capitale entre mars et avril 2026. Déjà ce vendredi, une forte pluie s'est abattue sur la capitale. Constat des inondations, des pluies dans plusieurs communes, maisons envahies et circulation perturbée. Des dégâts importants sont enregistrés. La population est appelée à la prudence et éviter les routes inondées pour limiter les dégâts. Une pluie diluvienne de plus sur la capitale congolaise, Kinshasa, c'est vendredi 20 février 2026. Les inquiétudes demeurent sur les conséquences que cette dernière déclenche, notamment les inondations et les érosions. Malgré les travaux lancés par les autorités de la ville, dont la construction et réhabilitation de routes, le curage de caniveaux et démolition de constructions anarchiques le long des rivières, la situation n'a guère changé. Kinshasa est toujours débordée par les eaux de pluie. Et ce n'est pas fini. Pour ce mois de février, la Mételsat alerte sur de nouvelles précipitations excédentaires à venir entre février et avril 2026. Selon l'Agence météorologique nationale, ces fortes pluies peuvent entraîner des inondations et des glissements de terrain. Les zones à risque sont particulièrement exposées. En outre, la Mételsat appelle les autorités à prendre des dispositions préventives et les habitants des zones vulnérables à la vigilance. En ces jours difficiles d'une mobilité fluide avec les eaux stagnantes, les eaux des rivières qui sortent du lit pour se déverser sur la voirie et dans les habitations, à l'instar de l'Emba-Salongo et de l'Institut français dit Al de la Gombe qui informe de sa fermeture pour cette journée. Ces lieux culturels régulièrement l'alerte d'éviter les zones à risque et d'être prudent dans les déplacements. Et après 2 jours d'incubation des agents et cadres de son établissement, le directeur général du Fonds national d'entretien routier, Pierre Bundoki Mongola, a procédé à la clôture de la formation sur la charge des l'essieu. Le chef de cet établissement public a rappelé au personnel son devoir de donner le meilleur de lui-même pour permettre au FONER d'atteindre ses objectifs managériaux conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Animé par l'expert international Karim Laben du cabinet Relais Consult Group, cette session de formation centrée sur l'amélioration des performances des agents et cadres du Fonds national d'entretien routier et sur la qualité de leurs procédures conformément à la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO 9001 s'inscrit dans la vision managériale impulsée par le directeur général Pierre Bunduki Ndongala, organisée ici à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Cette formation s'est déroulée en 2 sessions distinctes afin de garantir une meilleure efficacité pédagogique auprès des agents. Ce système a l'avantage d'être un dispositif regroupant les directives, les politiques, et les objectifs qualité à mettre en œuvre pour maîtriser et améliorer le processus du FONER dans une logique d'efficacité opérationnelle et de performance continue des résultats. Après plusieurs jours d'immersion intensive, les participants reçoivent leur brevet de participation, symbole d'un engagement renouvelé envers la culture de la performance. Sans transition, le relais est pris par les directeurs venus de 4 coins du pays et appelés à harmoniser les pratiques selon le standard ISO. Cette dynamique portée par l'équipe dirigeante vise à étendre progressivement cette culture de qualité à l'ensemble du personnel. Donc nous devons arriver à mettre en place un système de management de qualité qu'on appelle SMQ, qui consiste ou qui prône l'amélioration de la performance d'abord, l'amplification de la gestion des risques au niveau des FONER et enfin la planification de la gestion par le processus. Cela permet effectivement à son établissement de pouvoir aller de l'avant. Après cette formation, il y a une étape qui va suivre qu'on appelle l'étape d'accompagnement, étape d'assistance. Pourquoi? C'est pour mettre en œuvre cette norme. Pour l'initiateur de la démarche, la formation ISO 9001 représente une étape clé d'une vision plus ambitieuse et transformationnelle orientée vers l'excellence. Ce que nous faisons aujourd'hui pour l'ISO 9001 est l'aboutissement d'un long processus. Vous savez que j'ai bénéficié de la confiance du chef de l'État en 2022 en me nommant comme directeur général du FONER. Après son nomination, nous avons mis en place une série de réformes. Nous avons restructuré le FONER, direction par direction. Donc nous avons diagnostiqué, apporté des solutions. Nous faisons cette formation ISO. Dans les jours à venir, vous allez voir une formation des OPG du FONER. Dans cette dynamique, l'établissement prévoit désormais d'engager le processus menant à la certification ISO 9001 afin de consolider sa crédibilité nationale et internationale, une étape essentielle vers son ambition de devenir un fonds d'entretien routier de 3e génération. La Fondation Calixte Mounana et la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix ont organisé au Fleuve Congo Hotel une journée scientifique des magistrats et avocats autour du thème « Accord de paix de Washington et justice transitionnelle », réunissant aux magistrats, avocats et experts pour réfléchir aux mécanismes d'une paix durable en République démocratique du Congo. L'hôtel Fleuve Congo a servi de cadre ce 18 février 2026 à une importante activité scientifique placée sous le thème « Accord de paix de Washington et justice transitionnelle » organisée à l'initiative de l'ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza Mounana, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana. Cette rencontre a réuni magistrats, avocats, universitaires, responsables religieux et acteurs de la société civile autour d'un objectif majeur: favoriser l'appropriation nationale des accords de Washington et réfléchir aux mécanismes concrets de leur mise en œuvre, notamment à travers une justice transitionnelle adaptée aux réalités congolaises. Au cœur des échanges, la question de la justice transitionnelle s'est imposée comme un levier incontournable de paix durable. Le professeur Mukolonko Kesha, procureur général près le Conseil d'État, a souligné les rôles stratégiques de la justice transitionnelle dans la lutte contre l'impunité et la consolidation de la paix. Le général-major Moutata, premier avocat général près la haute cour militaire, a mis en lumière les enjeux de la complémentarité pénale en République démocratique du Congo. Et le professeur Abbé Jean Bosco Bahala a analysé les opportunités des défis liés aux accords de Washington. Dans son allocution, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a plaidé pour une collaboration renforcée entre les institutions publiques, la société civile et les communautés de base, afin de faire progresser la justice transitionnelle et consolider durablement la paix en République démocratique du Congo.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon soutien inébranlable à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son dévouement constant, poussé jusqu'au sacrifice suprême, consacré à l'instauration de la paix durable, au renforcement de la sécurité, à l'unité nationale et au dévouement de la République démocratique du Congo. Plus qu'une simple conférence, cette journée scientifique s'est voulu un espace de pédagogie citoyenne. Nathalie Azizamounana a remis un lot important des Bibles, plusieurs cartons, des rames papier et stylos pour encourager les corps judiciaires dans ses loyaux services. À travers cette initiative, la Fondation Calixte Monana démontre que la promotion des droits humains ne se limite pas à l'assistance sociale, mais s'étend également à l'accompagnement des grandes réformes institutionnelles nécessaires à la consolidation de l'état des droits en République démocratique du Congo. Et à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, section architecture, un vent d'innovation souffle. Kimbili Kinyema John vient de défendre brillamment son mémoire porté par une ambition audacieuse, valoriser les pépites touristiques oubliées de la République démocratique du Congo. Son projet, la construction d'un site touristique d'exception à Mwanda dans le Congo central, prêt à transformer cette perle côtière en aimant à visiteurs. C'était une question de l'équilibre entre la forme, la fonction et la structure pour une esthétique architecturale innovante, cas d'une cité du tourisme à Mwanda. Dans ce sujet, le souci c'était de pouvoir pérenniser l'idée de Vitruve qui stipule qu'on atteint le beau en architecture que lorsqu'il y a l'équilibre entre la forme, la fonction et la structure. Notre choix est porté sur la ville de Mwanda. Pourquoi? Puisque Mwanda est une porte d'entrée par la voie maritime pour accéder en République démocratique du Congo. Nous avons effectué une visite sur le terrain à Mwanda où nous avons trouvé cet espace, cet endroit où nous avons décidé d'implanter notre projet qui n'est pas valorisé. Alors nous avons décidé, par cette occasion de ce travail, à pouvoir proposer une cité touristique innovante, en fait de redonner une nouvelle image à cet endroit. Cette potentialité touristique qui est délaissée, c'était une occasion pour nous à pouvoir proposer cette cité touristique à cet endroit. Avec la potentialité touristique qu'a la ville de Mwanda, je recommande ceci au gouvernement, à l'État congolais, qui pourra être partenaire au travers des promoteurs immobiliers, les investisseurs qui pourront posséder le moyen pour pouvoir exécuter ce projet. Nous sommes là en tant que cadres, en tant que les auteurs de ce projet, nous sommes à mesure d'accompagner la réalisation de ce projet. Et dans ce projet, on a proposé des hôtels 3 étoiles, des hôtels 4 étoiles, des centres commerciaux, nous avons proposé des salles de congrès. Et une fois ces ouvrages réalisés, ça va redonner une nouvelle image au pays et aussi à Mwanda en particulier. Voilà pourquoi nous avons dit que ce n'est pas les moyens qui nous manquent, mais c'est juste une volonté. Et nous sommes là en tant qu'experts dans ces domaines à pouvoir accompagner la réalisation de cette œuvre. La mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, nouvelle mutuelle agréée, a procédé au lancement officiel de ses activités dans la province du Maniema, par lequel plus de 2570 enseignants vont bénéficier de la prise en charge médicale dans la formation sanitaire conventionnée avec la MESP, mutuelle agréée. C'était jeudi 19 février au cours de la cérémonie solennelle riche en allocutions, témoignages et actes symboliques. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP, mutuelle agréée, est désormais installée dans la province du Maniema. Ces activités ont été lancées officiellement le jeudi 19 février à Kindo par les gouverneurs des provinces devant plusieurs autorités politico-administratives, l'intersyndicale nationale de l'EDUC-NC, les syndicats provinciaux et autres invités des marques. Cette installation marque une étape importante dans la prise en charge sociale des enseignants, a fait savoir les porte-paroles de l'intersyndicale nationale de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Présente à la cérémonie, la sœur Marie-Faustine Beloko, secrétaire exécutif national et représentante du président du conseil d'administration de la MESP, a indiqué que sa structure accompagne le chef de l'État dans le processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Occasion pour elle de féliciter aussi la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour son engagement dans la mise en œuvre de la mutuelle des enseignants de l'EPSP. Pour sa part, les gouverneurs
gouverneur des provinces Moussa Kabouankoubi Moïse a montré la philosophie et l'importance de mutualiser les efforts en vue de diminuer la charge des soins médicaux pour un enseignant. La province du Maniema est la 15e province sur les 26 qui compte notre pays à bénéficier de la mutuelle de santé. Les enseignants, pas seulement les enseignants, d'ailleurs toutes les catégories socio-professionnelles dépensent énormément d'argent pour la prise en charge de leurs soins médicaux. Mais lorsque nous mutualisons les efforts, étant donné que tous les enseignants ne peuvent pas tomber malades au même moment, en mutualisant les efforts, les coûts des soins de santé deviennent abordables pour l'enseignant qui n'a pas assez de revenus. Signalons par la même occasion que le chef de l'exécutif provincial a procédé à la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'installation et l'ouverture de la coordination provinciale de la MESP dans la province du Maniema. Cette cérémonie s'en est suivie aussi de la présentation du coordonnateur provincial de la mutuelle de la santé des enseignants du Maniema MESP par la sœur Marie-Faustine Beloko. Et après, c'était la remise symbolique des cartes MESP aux bénéficiaires, mais aussi la signature symbolisant les contrats avec les formations de santé. En Afrique, pour terminer, au moins 15 enfants ont été tués et 10 autres blessés lors d'une frappe de drone contre un camp de déplacés à Al-Sunut dans l'état du Kordofan, ouest du Soudan, a indiqué l'UNICEF. Dans un communiqué, l'agence onisienne précise que l'attaque a visé un site accueillant des familles ayant fui les combats en cours dans la région. L'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans cette région déjà fortement touchée par les violences. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Des fortes pluies attendues à Kinshasa entre mars et avril 2026. La Mételstat annonce des précipitations excédentaires sur la capitale. Une situation qui peut entraîner des inondations et des glissements de terrain. La Mételstat exhorte les autorités ainsi que les habitants des zones à risque à prendre des dispositions préventives. Le comité de suivi de la paix rassure l'opinion publique et confirme l'exécution effective relative à la clôture de la paix du mois de janvier 2026. À ce jour, l'ensemble des fonds a déjà été mis à la disposition des opérateurs de paix. Cette confirmation a été faite à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de suivi de la paix. Au Soudan, 15 enfants tués et 10 autres blessés. Bilan d'une frappe de drone contre un camp de déplacés à Al-Sunut dans l'état du Kordofan ouest. L'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans cette région déjà fortement touchée par les violences. Restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse avec vous, Damaris Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Selena et bon week-end, en tout cas bon début de week-end à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Alors, votre premier sujet média, l'UNPC présente le nouveau spécimen de la carte de presse. Et oui, on commence rapidement avec le média Le Tambour qui nous apprend ici que la réception officielle du spécimen de la carte de presse par le président national de l'Union nationale de la presse du Congo, Kamanda Wakamanda Muzembe, de la part du président de la commission de la carte, Charles Dimondia Wendy, en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias dans la salle Naomi de Béatrice Hôtel, une cérémonie qui a connu également la participation du président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50 Jean-Marie Kassamba. Cette présentation, en tout cas de la nouvelle carte de presse, intervient 4 ans après sa suspension. L'Union nationale de la presse du Congo relance la carte professionnelle du journaliste. Entre volonté d'assainissement et reprise en main du secteur, la réforme marque un tournant pour la coopération. Le Phare, de son côté, aussi a traité l'info. Il titre « Les spécimens de la nouvelle carte de presse présentés
aux journalistes. Eh bien, Joël Isolona, les spécimens de la nouvelle carte d'identité professionnelle du journaliste congolais est désormais rendu public, comme je l'ai dit tantôt, à partir de Kinshasa lors de la cérémonie officielle organisée au Salon Naomi du Béatrice Hotel hier, jeudi 19 février 2026. D'ailleurs, allais-je dire, dans cette présentation, il était question de dévoiler le nouveau format sécurisé biométrique de la carte visant à assainir la coopération et à identifier les véritables professionnels de médias face aux brebis galeuses qui envahissent le secteur depuis des années. Et pour finir avec ce sujet, Info 27 aussi de son côté a traité l'info pour le média. Une réforme attendue depuis la suspension de 2022. La cérémonie organisée, comme je l'ai dit dans d'autres journaux également, au Béatrice Hotel, s'est tenue en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, maître Nicolas Lianza Likwala, représentant le ministre Patrick Mouyaya Katembo. Cette relance pour le média marque une étape clé dans la restructuration du secteur médiatique visant à identifier clairement le professionnel habilité et à renforcer l'autorégulation de la profession reliée à une base de données nationale et à un annuaire actualisé de journalistes. La carte ambitionne de lutter contre l'usurpation des titres et la désinformation tout en consolidant la crédibilité de médias dans un contexte de guerre informationnelle. Joël Iseluna. Et bien, Damaris, vendredi dernier, jour de la semaine administrative, cite aussi les jours des hebdomadaires. Eh bien, Joël, c'est une vérité, c'est les jours des hebdomadaires. Hebdomadaire, un journal qui paraît une fois la semaine. Beaucoup des hebdomadaires publient, tel est le cas du Maximum, l'hebdomadaire d'information générale, qui nous a en tout cas livré beaucoup d'informations qui sont passées pendant la semaine, qui a traité l'information en profondeur en nous proposant en tout cas des analyses. On prend ce qui est à la une ici, test pour le plan angolais. Ici, le média revient sur la rencontre qui s'est tenue mercredi entre le président angolais et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le journal présente la rencontre comme un test diplomatique majeur pour le plan angolais visant à obtenir un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Selon l'analyste, l'initiative du président angolais cherche à relancer les dialogues entre Kinshasa et Kigali afin de stopper les affrontements impliquant notamment le M23 et les forces en présence. Les rédacteurs soulignent ici que Kinshasa se montre favorable au cessez-le-feu, mais insiste sur le respect de la souveraineté et sur la nécessité d'un cadre clair pour éviter un nouvel échec. L'article rappelle également que plusieurs tentatives précédentes de trêve n'ont pas produit d'effets durables sur le terrain. En somme, Joël Iseluna, le média considère ici que cette démarche comme une opportunité de paix, mais reste prudent son mécanisme concret de mise en œuvre et de suivi. Les cessez-le-feu risquent de rester en tout cas symboliques selon le média Le Maximum. Damaris KMB, merci pour toutes ces informations. C'est à moi de vous remercier, Joël Iselona. À vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.